Bienvenue sur Ici Éco. La Commission des finances et du budget tiendra une séance mercredi prochain afin de poursuivre l'examen d'un ordre du jour comprenant le projet de loi sur la réforme et la réorganisation des banques au Liban, ainsi que le projet de loi relatif à la régularisation financière et à la restitution des dépôts, également connu sous le nom de projet de loi sur le gap financier. En effet, la Commission des finances et du budget examinera les amendements apportés à une loi qui avait déjà été adoptée et publiée au journal officiel, avant que le FMI n'annonce qu'il avait des observations à son sujet, contraignant ainsi le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Finances, à transmettre une nouvelle liste d'amendements à une loi déjà en vigueur. Il s'agit d'un précédent qui a suscité des critiques quant à la manière dont le FMI traite avec l'État libanais. À ce jour, aucune information n'a été donnée concernant la position que le gouvernement adoptera face au refus du FMI du compromis conclu entre la BDL et le gouvernement. Le Premier ministre avait lui-même proposé de modifier l'article 3 de la loi bancaire afin que ou bien de le rendre conforme aux dispositions du Code de la monnaie et du crédit et de garantir la préservation du rôle et des prérogatives de la BDL, ainsi que de son conseil central. Le ministère des Finances a également rédigé les amendements à l'article 13. Malgré cela, le FMI a rejeté la version qui lui avait été transmise pour approbation. Nous revenons sur les principaux dossiers économiques et financiers durant cette émission avec le professeur Fouad Zmekhol, qui est doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et président du mouvement international des entreprises libanaises MIDEL. Toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Zmekhol. Pareil Maurice, toujours un plaisir d'être avec vous sur Ici Beyrouth et de discuter en toute transparence et objectivité des problèmes et j'espère des opportunités à venir. Merci. Un accord a été trouvé sur la formule finale permettant de résoudre la problématique des articles 3 relatifs aux objectifs de la loi sur la régulation bancaire et 13 concernant les outils de traitement de la situation des banques selon une approche qui préserve l'indépendance de la Banque du Liban et les prérogatives du Conseil central tout en définissant les compétences de la haute autorité bancaire. Cette formule ne contribue pas à ce que le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, a qualifié de vidange des prérogatives du gouverneur et du Conseil central et ne contribue non plus, comme le souhaite le Fonds monétaire international, à créer des nouvelles autorités supplémentaires représentées par la haute autorité bancaire à travers les compétences qui lui seraient attribuées. Pour commencer, Fouad Zmekhol, les députés n'ont aucune idée de la décision que prendra le gouvernement concernant le refus du FMI et des amendements aux articles 3 et 13. Que veut le FMI? Tu sais Maurice, le plus important, je pense qu'il faut mettre vraiment cette discussion et cette négociation dans un cadre. Il ne faut surtout pas que ces négociations ou ces discussions avec le Fonds monétaire international, qui est une banque internationale qui finance les États, on va remettre chaque chose dans le point, avec un État qui est totalement indépendant. Il ne faut surtout pas transformer ce débat en une confrontation entre le Liban et le Fonds monétaire et autres. Très clairement, on est un pays indépendant. Aujourd'hui, on a une institution internationale et financière qui peut ou pas financer ce pays, qui peut mettre des recommandations, encore une fois, c'est son droit, mais en même temps ne peut pas rentrer dans les décisions gouvernementales, constitutionnelles et de l'indépendance d'un pays. Donc surtout pas, il ne faut pas transformer ce débat en une confrontation. Je redis, le Fonds monétaire a des prérogatives spécifiques. Je donnerai mon avis plus tard sur les personnes qui travaillent, mais en tout cas, il faut rester dans le niveau macroéconomique. On a un État qui est indépendant, on a un président de la République, on a un pouvoir exécutif, on a un pouvoir législatif. C'est son droit de lui-même mettre les grandes lignes, d'accepter, de ne pas accepter et de négocier. Donc l'idée aujourd'hui que le Fonds monétaire impose, le Fonds monétaire ne peut pas imposer au Liban ni à tout autre pays, peut en être des suggestions. C'est le droit total du Liban d'accepter, de ne pas accepter et surtout de négocier. Parce que tu sais, avec le Fonds monétaire, c'est une négociation. Je vais transformer ça, en tout cas, pour les personnes qui nous suivent. C'est comme aujourd'hui une entreprise qui négocie avec sa banque. Tu sais, les négociations avec les banques ne sont pas toujours faciles. On parle du taux d'intérêt, on parle des garanties, on parle du contrat, ça va, des échéances, ça va et ça vient. C'est vrai que la banque, quelque part, pourra être un partenaire sur une période, mais ça ne veut pas dire que la banque peut imposer directement tout ce qu'elle veut et en même temps, l'emprunteur n'impose pas. Donc aujourd'hui, c'est un débat, c'est une négociation. Je comprends
qu'on doit poursuivre la négociation, mais personne ne peut imposer à l'autre. Donc Ni vous voulez me dire que tout est... l'État peut Ouais. imposer ses conditions, mais encore moins une institution internationale peut rentrer directement dans une Donc vous voulez me dire constitution que en tout ce État. qui est imposé par le FMI n'est pas sacré. Écoute, moi je pense qu'il n'y a pas d'imposition. D'abord, il y a des suggestions très claires. C'est pour ça que j'ai dit ce n'est pas une confrontation. Il peut y avoir des suggestions. Le Fonds monétaire peut proposer des amendements. C'est son droit, encore une fois, qui ordonne, entre guillemets, ouais, certainement. mais de l'autre côté, la personne qui prend peut accepter, peut refuser, peut négocier. Il faut faire très attention qu'une instance internationale ne doit pas rentrer directement dans la gouvernance d'un État. Elle peut suggérer, elle peut proposer, et c'est très bien. Mais c'est à l'État de négocier. Encore une fois, j'ai toujours dit qu'on peut négocier, il y a des points qu'on accepte, d'autres pas. Donc il ne faut pas transformer ce débat en une confrontation. Ce n'est pas une confrontation, c'est un débat économique et financier à poursuivre tout en maintenant l'indépendance de notre pays, notre constitution et l'indépendance de nos institutions. Il semble que le différend avec le Fonds monétaire international ne se limite pas aux articles 3 et 13, mais s'étend à d'autres dispositions, notamment celles relatives au droit pour toute banque faisant objet d'une décision de liquidation de former un recours judiciaire. Le FMI avait déjà refusé de reconnaître ce droit aux banques. Ainsi, le Conseil constitutionnel avait confirmé son existence. Est-il possible de passer outre une décision du Conseil constitutionnel ? Encore une fois, Maurice, je vais mettre le Fonds monétaire de côté un moment et je vais revenir sur les lois. Tu sais qu'au Liban, on a beaucoup de lois. On est en train de rebâtir un État. Donc quand on rebâtit un État, le moindre qu'on peut faire, c'est respecter nos institutions. On a un Conseil constitutionnel, qu'on le veuille ou pas, qui prend des décisions. Donc bien sûr, personne, que ce soit à l'interne ou à l'externe, peut venir à l'encontre d'une décision du Conseil constitutionnel. Qui que ce soit, je dis, à l'interne autant qu'à l'externe. C'est contre la loi. À ce moment-là, comment bâtir un État qui est notre priorité si on va venir à l'encontre d'une décision de l'État constitutionnel? Il y a des droits en recours. Aujourd'hui, à l'interne, évidemment, il y a des droits en recours. Mais il ne faut surtout pas geler la décision. C'est-à-dire, je veux bien suivre la Constitution. Que ce soit le Fonds monétaire ou d'autres instances qui peuvent être légales, qui peuvent être contre. On ne peut pas être toujours d'accord avec une décision. C'est comme une décision d'un juge ou autre. Il y a, je dirais, une structure pour aller en encontre. C'est-à-dire, on peut demander des recours ou autre, mais on ne peut pas geler une décision d'un Conseil d'État, surtout quand on est en train de rebâtir un État. Je redis, qu'on soit pour ou contre, on peut respecter. Il y a des gens qui vont être d'accord sur la décision constitutionnelle et d'autres qui seront contre. On respecte, mais encore une fois, aucune instance interne ou externe peut bloquer. Parce que si on commence par là et on ne respecte pas nos institutions, à ce moment-là, comment geler le pays pour ceux qui vont suivre ? On va aller dans l'instance que, d'accord, le Fonds monétaire a pu geler la décision et la changer. À ce moment-là, on n'a plus de Conseil constitutionnel. Donc, toute décision du Conseil constitutionnel peut être mise en question immédiatement par toute instance. Donc, ce que je veux dire, même s'il y a des remarques sur la décision du Conseil d'État, il faut les faire sur un recours en justice suivant la Constitution et suivant le processus, sans geler et sans retarder le processus qui est en retard. Ça fait presque 6 ans. 6 ans. Donc aujourd'hui, je te redis, non, j'ai un respect total au Conseil constitutionnel. Et si on a des remarques, on peut les faire et demander des recours en justice suivant le processus en cours. Mais encore une fois, si on veut construire un État, ça commence par respecter ces institutions. Le ministre des Finances a laissé entendre dans ces réunions que le gouvernement recommanderait de poursuivre l'adoption des articles 3 et 13 tels quels ont été convenus avec la Banque du Liban et qu'il ne céderait pas cette fois au refus du FMI. Êtes-vous favorable à cette démarche ? Encore une fois, Maurice, je ne vais pas me répéter, mais ce n'est pas une histoire de céder. Je veux bien, on n'est pas dans une confrontation, on est dans une négociation. Donc évidemment qu'on doit suivre les décisions du Conseil d'État, c'est exactement ce qu'a fait le ministre. En parallèle, poursuivre la négociation, expliquer et au besoin d'aller en recours. Donc aujourd'hui, le ministre des Finances n'a fait que suivre finalement ses prérogatives, les lois qui sont claires. Et finalement, on a des lois qui ont été votées à la grande majorité du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il n'y a même pas eu un grand débat sur ça. On est plus ou moins obligé de les appliquer comme ils sont, quitte à avoir d'autres discussions par la suite. Donc je pense que le ministre des Finances suit ce qu'on doit faire. Et encore une fois, c'est des négociations qui sont épineuses d'habitude. On les a vues en Égypte, on les a vues en Grèce, on les a vues à Chypre, on les a vues au Venezuela. Ce n'est pas des négociations faciles. Je redis, le Fonds monétaire, c'est une institution internationale. Je dis toujours que oui, on a besoin d'un support d'une institution internationale. Oui, on a besoin d'un financement d'une institution internationale. Personne ne peut dire à l'encontre. Mais par contre, on doit être un bloc uni pour négocier dans des structures qui sont d'abord à l'avantage du Liban, de l'État libanais,
des Libanais, des déposants et autres. Donc c'est une Et pas à négociation. n'importe quel coût, c'est Et ça. voilà, c'est exactement ça. Donc c'est des négociations qu'on doit poursuivre, mais aussi il faut aller vite parce que ça fait 6 ans que ça traîne. On négocie, on oublie, on va 2 ans, tu vois. Donc l'idée, c'est pas une confrontation. Je vais enlever le nom de confrontation et le transformer en négociation et débat. C'est un débat tout à fait légitime, qui est extrêmement clair, qui doit se poursuivre en toute transparence et gouvernance, mais sans remplacer les institutions de l'État sur lesquelles on doit respecter. Vous avez bien mentionné les prérogatives. Quelle est l'importance de préserver les prérogatives du gouverneur de la Banque centrale, du Conseil central, ainsi que l'indépendance de la Banque centrale? Ben, écoute, ça c'est, je pense, le plus important. On écoute, on lit un peu entre les lignes le fait de créer des nouvelles instances, des nouvelles autorités, des nouvelles lois, tu sais. Mais le problème au Liban, c'est pas ça. Je pense qu'on a énormément d'autorités régulatives, on a énormément de lois. Notre problème, c'est pas ça, c'est de leur donner à eux-mêmes leurs prérogatives et appliquer les lois existantes. On va toujours créer des nouvelles lois, créer des nouvelles institutions pour remplacer, pour court-circuiter. C'est un peu le système libanais. C'est un peu, comme on dit aujourd'hui, créer des comités. Créer des comités, c'est pour tuer le mouvement qui est en cours. Donc aujourd'hui, je pense que cette nouvelle création de certaines autorités, d'où ça vient, ou de nouvelles lois, n'est pas du tout actuelle. Le plus important, c'est d'appliquer les lois qui existent. D'abord, commençons par appliquer au moins à 80%, de suivre les prérogatives des autorités compétentes qui existent. On a énormément d'autorités régulatives qui existent, qui n'ont aucune, je dirais, aucun pouvoir pour le moment, avant de penser à créer d'autres autorités. Parce que l'idée, honnêtement, derrière là, c'est pas vraiment l'autorité. C'est pour donner un poids politique, sectaire, religieux à d'autres entités. Je dis ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est pour court-circuiter. Très souvent, pour court-circuiter un projet en cours, on crée des comités, puis des sous-comités, puis des sous-sous-sous-comités. Donc c'est pour noyer le poisson dans l'eau. C'est très souvent la politique libanaise qu'on suit. C'est de retarder, c'est de geler, c'est de créer des nouveaux projets pour pousser, si tu veux, les regards du projet initial. J'insiste que nous avons des autorités de régulation qui existent, nous avons des lois. Si on a besoin de les changer, on peut les faire en cours de route, mais ce n'est pas aujourd'hui la priorité. Notre priorité, c'est revenir sur la vraie restructuration pour rebâtir vraiment des banques, un état financier, de rebâtir la croissance. C'est là la priorité. Alors que essayer de noyer le poisson dans l'eau pour pousser de l'objectif principal et éloigner les regards ou les phares, c'est typiquement la position politique libanaise qui est de repousser, de retarder, de jeter cette boule de feu d'une institution à l'autre. Et voilà, le résultat, c'est que ça fait 6 ans qu'on est encore à la case départ, pour ne pas dire qu'on est des cases à l'arrière. Je ne dis pas que ce que nous avons est parfait, mais par contre, commençons par appliquer et de donnons les prérogatives aux autorités compétentes de régulation qui sont là, c'est en premier lieu. Suivons et appliquons les lois qui sont là, et en cours de route, évidemment qu'il faut amender et suivre. Mais ce n'est pas le contraire, ce n'est pas aujourd'hui perdre encore quelques années pour mettre... Parce que si on va sur l'autre option, on aura des années. On sait très bien qu'un changement de loi ou une nouvelle autorité va rentrer dans des divisions sectaires, partisanes, religieuses, qui prend qui. Donc c'est un peu cette découpage du gâteau qu'on a toujours vécu durant des décennies au Liban, et on sait les pertes de temps. Et l'objectif principal, c'est vraiment de court-circuiter et de geler. Ce n'est pas un objectif de réguler. Si on revient sur la régulation, appliquons ce que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas parfait mais qui est acceptable, au lieu de créer de nouvelles instances pour changer, pour réduire certaines prérogatives et autres. Je te redis, je pense que ce qui est caché derrière ces objectifs n'a rien de régulation. C'est beaucoup plus pour geler et retarder et repousser les échéances. C'est exactement la même politique que nous suivons depuis 6 ans et qui pourrait s'étendre sur les 6 prochaines années encore si on ne met pas les points sur les i de cette façon. L'objectif principal est extrêmement clair, c'est d'appliquer les lois qui existent. L'objectif principal, c'est de restructurer, c'est essayer de rebâtir la confiance, entre guillemets, de rebâtir la croissance, parce qu'on a une croissance dramatique. Et à partir de là, je veux bien évidemment bâtir un état de droit. Ça, c'est les grands piliers. Et il ne faut pas perdre du temps sur d'autres points qui sont totalement politiques et qui n'ont rien d'économique. À ce jour, nous continuons à courir contre la montre concernant cette loi. Pour rappel, la loi sur la réforme bancaire a été adoptée le 14 août 2025, après plus de 3 mois de discussion entre le ministère des Finances et la Banque du Liban et le Fonds monétaire international. Il est important de s'arrêter sur la dernière évaluation du FMI qui a reconnu que le Liban traverse une crise systémique et non une crise bancaire classique. Comment cette reconnaissance par le FMI du caractère systémique de la crise libanaise peut-elle ne pas être perçue comme une tentative de se décharger des responsabilités
mais constituer au contraire le point de départ indispensable de toute solution réaliste, équitable et durable. Regarde, finalement, cette crise systémique, on en a tellement parlé sur ce plateau et tant d'autres, et on ne va pas rentrer sur des définitions. Aujourd'hui, une crise systémique a été finalement nommée aussi clairement par la Fonds monétaire, par la Banque mondiale et par les instances, c'est que c'est un écroulement total du système économique. Ce n'est pas uniquement l'État, ni les banques, ni les déposants, c'est un écroulement total de l'économie, c'est ce dont on assiste. Aujourd'hui, quand on parle d'une crise systémique, c'est qu'il y a une responsabilité partagée par tout le monde. Quand c'est une crise spécifique, si c'était une crise de l'État, on aurait dit c'est l'État. Si c'est une crise uniquement bancaire, on aurait dit c'est les banques. Si c'est une crise du déposant, on aurait dit c'est le déposant. Quand c'est systémique, c'est qu'aujourd'hui qu'il y a une responsabilité commune, pas vraiment au même niveau, mais c'est-à-dire que tout le monde doit participer à la reconstruction. Quand je dis reconstruction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier responsable, quand tu dis une crise systémique, c'est l'État. Donc l'État qui essayait de se laver les mains de cette crise pour dire que je suis le juge, il est aussi sur le banc des accusés et des responsables, et c'est extrêmement important, donc doit participer aux pertes et à la restructuration. Évidemment, les banques ont leurs responsabilités, doivent participer. Alors à ce moment-là, je ne dis pas le contraire du tout, je l'ai toujours dit haut la main, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et malheureusement, entre guillemets, le déposant aussi a une certaine responsabilité d'avoir pris le risque payé et autres, et je ne pense pas qu'il le cache, donc avoir une participation. Donc sur la crise systémique, c'est là où on parle sur la loi sur le GAPLO. Donc le GAPLO doit partager évidemment, je ne dis pas équitablement, mais c'est une révision d'un partage, mais souvent d'un repayement. Aujourd'hui, le GAPLO va dire, voilà, c'est la perte, voilà comment la perte va être divisée, mais surtout, voilà comment va être fait le repayement. Et c'est là où on n'y est pas. Je pense que le déposant a perdu une grande partie de son espoir de retrouver son fonds. Mais c'est son droit de l'avoir. Et ça, je dis bien que même le Conseil d'État l'a très bien dit dans ses articles 3 et 11, si je me trompe pas, et le Fonds monétaire aussi, qui voulait aussi enlever les dépôts. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de préserver, c'est de voir comment repayer. Et en repayant, je redis, qui va repayer ? Qui va repayer ? Évidemment les banques. Je réinsiste que les banques doivent participer sur le repaiement, autant que l'État, alors que l'État qui jusqu'à aujourd'hui se sent complètement en dehors de la crise systémique, mais l'État en responsable et l'oblige à participer évidemment au repaiement, évidemment échelonné sur les années. Donc aujourd'hui, c'est ça un peu qui a changé dans la définition. Il est temps que les déposants puissent avoir une partie déjà de son dépôt. C'est pas normal. C'est le plus grand crash, et pas seulement crash, je dis la plus grande arnaque de l'histoire que nous vivons aujourd'hui. J'espère qu'on pourra finaliser cette GAPLO, qui ne sera pas facile à accepter. Mais le plus important de la GAPLO, à mon avis, c'est parler du repaiement. C'est-à-dire que le déposant veut écouter aujourd'hui, bon, très bien, voilà ma perte, mais au moins, qu'est-ce qui me reste et comment je vais les avoir ? C'est ça la grande question où personne ne répond. J'ai perdu combien ? 30, 80, 90 ? Combien j'ai perdu ? Aujourd'hui, le déposant a perdu 85% sur papier, ce qui est inhumain et incompréhensible. L'idée, c'est de dire, quelle est la perte d'abord et comment on va avoir le reste du cash et comment va être divisé. Je pense que c'est ça ce que le déposant a besoin d'entendre. C'est ça. Donc, dès lors que le Liban fait face à une crise systémique, un traitement global devient une nécessité, de même la répartition des pertes et des dettes. Et les responsabilités ne peuvent pas être posées uniquement sur le secteur bancaire en lui faisant supporter l'essentiel du fardeau, tout plan conduisant dans les faits à la disparition de la majeure partie du secteur bancaire, en plus d'être dépourvu d'équité, ne peut pas être considéré comme un plan de réforme, mais comme un facteur supplémentaire d'aggravation de l'effondrement économique et de paralysie de toute possibilité future de restitution des dépôts et de relance de l'économie. Vous êtes d'accord ? Regarde, tu sais, Maurice, réformer, ce n'est pas liquider. On parle toujours de réforme. Tout le monde dit de réforme, slahat en arabe, mais aujourd'hui tout le monde parle de réforme, mais on n'a jamais eu l'application de réforme. Il faut se mettre d'accord sur le terme de réforme. Le réforme, c'est restructurer, c'est redessiner, c'est restructurer. Ça, c'est une réforme. Une réforme n'est pas nécessairement une liquidation. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on parle souvent, pour être d'accord, quand on parle de liquidation, la question, moi, aujourd'hui, si tu me dis on liquide un secteur bancaire ou on liquide une entreprise, et on ramène 5 ou 10% aux déposants, aux personnes, ça ne sert à rien. On n'est pas dans une vendetta. Aujourd'hui, tu ne peux pas liquider un système qui est le seul qui peut te ramener ton dépôt. Aujourd'hui, c'est comme si tu dis je vais aller liquider l'État. Comment je vais liquider la Banque centrale ou l'État alors que j'ai besoin d'eux pour repayer ? C'est un peu comme dans le système quand une entreprise ou même une banque dans un pays qui fait faillite, avant de liquider, on amène un nouveau conseil d'administration, on amène un nouveau gérant pour ramener et payer le déposant, si tu suis un peu la structure. Et au cas où ça ne marche pas,
ben à ce moment-là, tu vas sur une liquidation Mhm. et les liquidations nous ramènent beaucoup moins que 10%. Donc seulement qu'on soit sur le point. Donc sur le point où je suis d'accord, oui, il faut réformer, mais il faut être d'accord, réformer n'est pas uniquement liquider. Donc, les Il faut solutions reposant uniquement sur l'effacement des capitaux des banques sans traitement profond des causes de l'effondrement ne vont conduire à un prolongement davantage de la crise. beaucoup plus parce que tu ne peux pas détruire celui qui peut te rendre. Hmm. Encore une fois, aussi ton Ça, c'est bien. créancier, Hmm. l'idée, tu ne peux pas uniquement... je redis, il est responsable, Hmm. mais tu dois le garder, le laisser travailler s'il a l'intention de te rendre. Encore Hmm. une fois, je redis que ce soit les banques ou autres, je prends toujours cet exemple. Aujourd'hui, quand tu as quelqu'un qui ne te paye pas une dette, quelle qu'elle soit la dette, tu veux peut-être le punir, je Hmm. comprends. Mais si tu le punis sans lui donner le moyen de te rendre ton argent, ça ne Donc, sert comment il va strictement à faire? rien. Donc Hmm. je redis, personnellement, je pense qu'il faut évidemment, dans une structure extrêmement claire et nette et claire, permettre aux banques de retravailler dans un but extrêmement clair, de repayer les déposants sur un circuit extrêmement clair. Je ne dis pas sans rien, c'est ça le plan de restructuration. Oui, il y a une perte, oui, il y a une mauvaise gestion, que ce soit de l'État, que ce soit des banques, que ce soit des banquiers, on ne Hmm. doit plus se cacher derrière là, mais après 7 ans, au lieu de simplement jeter des points d'accusation qui n'ont mené à rien jusqu'à aujourd'hui, je dis un plan de restructuration très clair qui donne la responsabilité de l'État avec un chiffre à l'appui et un repaiement qui est divisé sur les années à venir, la responsabilité des banques avec un chiffre à l'appui qui leur permette de retravailler pour ceux qui peuvent, parce qu'il y en a qui ne pourront pas retravailler, qui pourront se recapitaliser. Il y a certaines banques, Maurice, qui ont les moyens de se recapitaliser et qui ont le vouloir de le faire. Il faut les laisser. D'autres qui ne peuvent pas. Et là, on parlera d'acquisition et de fusion. Mais tu ne peux pas parler de fusion et d'acquisition alors qu'on n'a pas de loi, alors qu'on n'a pas de structure très claire. C'est Dans clair. la restructuration, je redis, il y a des banques qui eux-mêmes vont décider de ne pas le faire, mais au lieu des liquidités qui vont être englouties dans des fusions avec d'autres banques qui ont les moyens de le faire, à ce moment-là, tu reboostes ton économie et c'est comme ça que tu mets un plan de repaiement extrêmement clair et strict sur l'État, sur les banques. Et encore une fois, le déposant, pour une fois, aura une vraie perte, mais claire, pas une perte sur son chèque de 80 et 90 et 85 qui est joué par des monnayeurs, mais une vraie perte. Mais au lieu de parler uniquement de la part, aura un plan de repaiement très clair de ses dépôts de façon sur le court, moyen et le long terme. C'est un peu la solution claire et pratique que je parle. Et je redis, l'idée n'est pas simplement une vendetta. Très clairement, si on va sur un effacement du secteur bancaire, si on va sur une liquidation, pour dire à tout le monde, une liquidation ne ramènera beaucoup moins que 10% des dépôts. Et attention, ce n'est pas 10% sur les 10 prochaines années. La liquidation, ce n'est pas un bouton qu'on presse, ce n'est pas un mois, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un an, c'est des années, c'est des décennies. Donc même sur la liquidation, on aura moins que 10% et 10% dans 10 ans. Donc honnêtement, je préfère une restructuration bien suivie, des lois très strictes, avoir aujourd'hui ce qu'on appelle des watchdogs, des personnes qui vont suivre l'application, mais un plat clair et net. Ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu gel, on a eu recours, on a eu une balle de feu qu'on jette d'une partie à l'autre. Et si on reste sur cette même structure, je pense qu'on sera piégé pour les 10 années à venir encore en repoussant et en parlant d'échéance sans aucune application directe. Pourquoi c'est aussi important de reconnaître la responsabilité de l'État? Écoute, le premier responsable, c'est l'État. Pourquoi on se cherche? Aujourd'hui, qui a dépensé l'argent? Le premier responsable qui a délapidé les fonds du déposant et des banques, c'est l'État, et de la Banque centrale, c'est l'État. Le plus grand responsable, c'est l'État. Bon, si on va suivre sur les responsabilités, évidemment, la Banque centrale est aussi responsable parce qu'elle a prêté à l'État. Et si on va suivre aussi, les banques sont responsables parce qu'ils ont prêté à la Banque centrale et Mais ils sont l'État rentrés dans les reste. fonds. Mais je reviens, si on suit, évidemment que c'est pas que reste, qui a dépensé les fonds. Il y a quelqu'un qui a dépensé les fonds. Qui a délapidé les fonds, c'est l'État. Qui est rentré dans des projets fictifs, c'est l'État. Qui a financé les partis politiques, etc. et l'autre, c'est l'État. Il ne faut pas se cacher derrière qui a délapidé tous les fonds internationaux, c'est l'État. Mais cet argent est allé quelque part. Bien sûr, ceux qui lui ont prêté, la Banque centrale, dès que la Banque centrale n'a plus prêté à l'État, elle a commencé à se reconstruire. Donc évidemment qu'il fallait arrêter. Je rappelle que notre très cher banquier qui en 2014 a dit on ne prête plus à l'État a été pris devant les conseils, a été poursuivi en justice. Il ne faut pas oublier, je ne nomme pas exprès, mais on a assisté à tout ça. Donc finalement, On parlait de François Bessel. Entre autres, on a assisté à tout ça et on parlait de 2014. Donc on parlait 5 ans avant la crise. Par la suite, dès que la Banque centrale n'a plus prêté à l'État, elle a commencé à se reconstruire.
Les banques, bon, ils ne peuvent plus rentrer et ne rentreront plus. La confiance prendra des années. Mais encore une fois, je n'enlève la responsabilité à personne. Mais le plus grand responsable aujourd'hui de la crise qui a dilapidé les fonds publics et privés est l'État qui aujourd'hui se place en juge. Voilà pourquoi quand on parle d'une crise systémique, non, l'État doit participer, il est responsable. Autant que la Banque centrale, je redis, la Banque centrale est responsable. Et bien sûr, les banques, je redis, les banques ont pris bien sûr le risque payé. Les banques aussi ont investi dans la Banque centrale et sont aussi responsables et doivent participer. Mais voilà un peu comment je divise. Et c'est ça ce qu'on appelle le gap law, qui est en train d'être repoussé d'un jour ou l'autre, d'un mois à l'autre, et on se cache une fois de plus. Mais c'est là, le gap law, c'est la division des pertes et c'est la responsabilité qui, à mon avis, devrait voir le jour le plus tôt. Pas pour tourner la page, je ne veux pas tourner cette page noire, c'est une page qui doit rester ouverte parce que c'est dramatique ce qui s'est passé et c'est un vol, je dirais, général qui s'est passé, mais au moins pour avoir une vision claire, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Fouad Zmekhoul, vous êtes le doyen de la faculté de gestion et de management à l'Université Saint-Joseph et le président du mouvement international des entreprises libanaises MIDEL. Toujours un plaisir de vous recevoir. Pareil, merci beaucoup à toi et merci pour cette discussion toujours transparente et j'espère objective. Toujours. Merci. Donc voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.